Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui d'un voyage de 3 semaines au Kirghizistan où j'ai pu réaliser photographies de paysages, des vidéos mais également des timelapses. Et je voulais revenir avec vous sur le matériel que j'ai pu emporter avec moi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vidéos sur ce qu'emportent les gens qui font du timelapse lorsqu'ils font du voyage. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire profiter de mes quelques petits conseils et astuces lorsque vous voulez faire des timelapses. Alors, tout d'abord, le sac à dos. J'utilise le F-Stop Loka Ultralight depuis plusieurs années maintenant. C'est un sac que j'aime beaucoup parce que F-Stop, c'est une marque qui s'intéresse aux gens qui sont dans l'outdoor, donc qui ont besoin de sacs qui sont résistants. Donc voilà, les fermetures sont bien, le matériau sont bien. J'ai la petite cape de pluie qui va bien. Moi, je trouve que le système de portage pourrait être encore mieux pour ceux qui font de la rando. Donc si vous faites vraiment énormément de rando, peut-être allez voir du côté du Tilopa 50 litres, voire même prenez tout simplement un Deuter et mettez-y les fameux caméras insert que F-Stop a. Je pense que c'est peut-être le mieux. Mais après, ça reste quand même pas trop mal. Je fais de la rando, je fais des tournages avec, etc. Ça fait le taf, voilà. Moi je pense que l'idéal forcément ce serait d'avoir un vrai sac de rando et après éventuellement celui-là pour l'usage un peu plus ville. Mais après on peut pas tout acheter, on peut pas tout avoir. Je pense que c'est un bon compromis quand même. Alors ensuite on a ce système de back panel qui est vraiment bien parce que du coup ça permet d'avoir toujours les bretelles qui sont propres. Donc, en plus de ça, ça permet en ville d'éviter les pickpockets, etc. Alors on a ici ce système de je sais pas quoi. Honnêtement, je m'en suis jamais servi, j'ai jamais trop vu l'intérêt. Je suis un peu jaloux du Tilopa où du coup il y a des fermetures éclair là, il y a de quoi mettre des cartes SD, des batteries, etc. Ici, je trouve que on a de la place qui a été gâchée et c'est dommage. Après, c'est un sac qui est dans la gamme ultralight, donc ils ont essayé de faire au plus léger possible et du coup de mettre peut-être un peu moins de fonctions que par exemple le Tilopa qui fait 50 litres. Ce sac-là, lui, il fait 38 litres. Dedans, du coup, il y a les fameux ICU, Insert Camera Unit, donc qui sont de différentes tailles selon vos besoins. C'est vraiment bien parce que du coup, ces ICU-là, j'en ai plusieurs, je peux même les mettre dans mes sacs plus gros de randonnée. Et du coup, voilà, ça me permet à tout moment de pouvoir mettre en toute sécurité mes objectifs, mes boîtiers, etc. Et j'ai également, nouveauté de cette année, investi dans ces pochettes F-Stop qui permettent de beaucoup mieux organiser son sac en fait. Je me suis vraiment rendu compte lors de ce voyage, ça a été vraiment un plaisir d'organiser tout mon matériel et de le retrouver facilement. Donc alors, j'en ai plusieurs. Je vais vous sortir un peu le contenu du sac. En gros, j'en ai un deuxième comme ça, mais c'est dans un autre sac. Alors ça c'est les poches d'accessoires F-Stop, large, medium, small, que j'ai décidé d'acheter parce que pareil c'est dans ce fameux matériau très très résistant déperlant, donc on sent vraiment que le matériel est en sécurité. Alors, tout d'abord je vais parler un peu drone. Alors, drone je le mets dans le grand poche d'accessoires. De ce côté-là, un peu vide, on pourrait mettre par exemple 2 batteries de drone si on voulait. J'ai mes filtres Polar Pro, tout simplement. Donc la radiocommande, je vais pas vous faire un cours sur ce que c'est un drone. Hein. Ici, le Mavic 2 Pro. Pour moi, un drone incroyable, vraiment. Ça fait 3 ans qu'il est sorti bientôt et il est toujours d'actualité, mais vraiment d'actualité, quoi. Ça reste encore aujourd'hui un standard. 10 bits log, un angle de vue de 28 mm qui est quand même très correct. Le mode hyperlapse que j'utilise de plus en plus souvent, je l'ai beaucoup utilisé sur ce film du Kirghizistan qui verra peut-être un jour le jour. Je viens juste de rentrer, donc soyez pas trop pressés. Mais voilà, j'en suis vraiment très content de ce drone. Et du coup, j'ai 3 batteries de drone. Donc voilà, que je transporte dans ce sachet-là, qui normalement est obligatoire quand vous prenez l'avion, mais bon, on sait très bien ce qu'il en est. Vous n'êtes pas forcément obligé de le prendre. À savoir également que normalement vos batteries de drone, il ne faut pas les faire voyager en avion pleine. Pareil, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je vous fais juste passer ce qu'il faudrait faire dans le meilleur des mondes. Mettre dans une LiPo Safe Bag et les laisser charger à 50% à peu près.
Voilà, donc ça c'est la partie drone et j'en ai pas fini du drone puisque en fait j'ai trouvé cet accessoire. Alors pour la petite histoire, donc au Kirghizistan, il n'y a quand même pas du courant tout le temps. J'ai fait des excursions de 2, 3, 4, 5 jours, mais j'ai même fait un trek de 8 jours où du coup j'avais pas accès au courant pendant toute cette période de temps. Le drone, ça pèse quand même un certain poids, les batteries aussi. Quand vous avez que 3 batteries, vous vous dites putain je porte 4 kilos. Bon, tout ça pour faire 3 vols de 25 minutes, ça fait peut-être pas beaucoup. Donc j'étais à la recherche éventuellement de prendre une 4e batterie de drone, jusqu'au moment où je suis tombé sur le bon coin sur ce Smatry SP150. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une powerbank, vous pouvez charger 2 batteries de drone en même temps. Et la capacité de ces powerbanks en SP150, c'est de 3 à 4 batteries, donc le constructeur dit 4, mais c'est plutôt 3 batteries bien déchargées. Vous pouvez aussi charger la télécommande avec cette prise USB 5 volts 2 ampères. Et ça se charge avec votre chargeur de drone. Je me souviens notamment de cette excursion en 4x4 où j'ai eu des conditions vraiment très belles. Et du coup, j'ai pas été limité du tout par le nombre de vols que j'ai pu faire parce que j'avais justement cet appareil où j'ai pu recharger mon drone et j'ai pu faire au moins 6 vols sur l'espace de 2 jours. Donc ça m'a vraiment permis tout simplement de ne pas être limité par le fait de ne pas avoir de courant, quoi. Donc c'était vraiment très bien. Et même en trek, ça reste très raisonnable de le porter puisque ça pèse un peu plus d'1 kg. Donc c'est comme si j'avais 3-4 batteries de plus dans mon sac à dos tout simplement. Et ça coûte moins cher qu'une batterie normale de drone. Moi j'ai payé ça d'occasion 90 €, une batterie, si j'avais dû en acheter une autre, c'était 120 €. Donc là, pour 90 €, j'avais l'équivalent de 3-4 batteries de plus dans mon sac à dos. Donc c'était vraiment génial. Donc ça, j'en suis vraiment très content. Excellente astuce pour tous les pays où vous n'avez pas accès au courant et où vous emportez votre drone. Ensuite, parlons un peu backup avant de parler des boîtiers photo et vidéo. J'ai le LaCie DJI Copilot en 2 Tera. Très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup mieux inventé que ça. Alors, c'est un disque dur, en gros, vous avez un slot de carte SD ici, et ensuite vous pouvez le brancher à un ordinateur là, vous pouvez brancher à votre portable pour surveiller les données et éventuellement importer aussi des RAW sur Lightroom, donc ça là-dessus c'est pas trop mal. Le problème que j'ai, c'est que ça surchauffe beaucoup, que les débits sont pas dingues et que j'ai régulièrement des bugs pour backuper mes cartes. Comme j'ai beaucoup de cartes à backuper parce que je fais du timelapse, ça me crée des problèmes. En plus de ça, ce n'est qu'un seul backup, ce n'en est pas 2. Alors certes, la copie, elle est vérifiée, il y a tout un processus qu'on peut enclencher si on veut pour vérifier que la copie soit conforme et qu'il n'y ait pas d'erreur de copie. Mais ça reste une seule copie et en cas de vol, ce que j'ai déjà vécu, du coup vous vous retrouverez sans data. Donc moi ce que je pense, c'est que l'idée d'un boîtier résistant au choc, etc., elle est très bien. En revanche, il faudrait plutôt une sorte de boîtier qui n'est pas le disque dur, où on peut mettre 1 à 2 cartes SD, ou même on peut brancher des lecteurs, tout simplement, un lecteur de cartes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que des cartes SD à backuper. Et disons, par exemple, un truc comme ça qu'on peut brancher sur secteur, il y a 3 prises USB-C, donc en 10 gigabits seconde, une pour un lecteur de cartes par exemple, et 2 pour des disques durs type les Samsung T5 ou les SanDisk Extreme SSD, bref tous les derniers SSD qui sont tout petits et très rapides et qui permettraient du coup de backuper de manière rapide toutes ces cartes SD et de manière plus... Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup mieux inventé que ça, quoi. Voilà. Donc c'est pas mal, mais peut mieux faire. Voilà, c'est ma review du DJI Copilot. Et bien sûr je le mets là-dedans parce que ça protège encore plus que juste le disque dur. Ensuite, je vais vous montrer avant l'autre trousse f-stop ce qu'il y a là-dedans. Alors, bon, excusez-moi, la poche de batterie, c'est un peu ouverte. C'est un peu du live, hein, En boîtier, tout simplement, la 7R2 que j'ai depuis 4 ans maintenant. Boîtier toujours excellent, même aujourd'hui. En vidéo, même si aujourd'hui il y a la 7S3 avec le 10 bits, le 4K 120 images secondes, blablabla. Ça reste un bon boîtier, on peut encore l'utiliser professionnellement sans aucun souci, c'est vraiment une très belle image vidéo. En plus de ça, en 4K, on peut cropper dans l'image, donc faire de l'APS-C, donc vous avez
disons un 50 mm, mais vous voulez aller un petit peu plus loin pour votre, je sais pas, interview par exemple, bah, vous avez juste à enclencher le mode APS-C, pas besoin de changer de focale, et vous n'aurez pas de perte de qualité en mode vidéo. Donc ça, c'est vraiment très bien. En mode photo, 42 millions de pixels, une excellente plage dynamique, l'autofocus qui est très très correct. Alors aujourd'hui, clairement, c'est pas un modèle sport parce que la rafale, pas dingue. Il y a des limitations, etc. Mais ça reste un excellent boîtier, surtout si vous voulez faire du paysage. C'est un boîtier qui, même dans 10 ans, je pense, restera tout à fait correct, quoi. Donc voilà. Les défauts. Bon, un slot de carte SD, moi je trouve que c'est pas très grave. La batterie, c'est pas celle des derniers modèles et du coup elle est vraiment pas top du tout, la durée de vie des batteries. Niveau timelapse, il y a deux possibilités. La prise USB là, donc ça c'est avec un intervalomètre, donc ça rien à dire. Ou alors l'application en interne qui est beaucoup moins bien que celle des récents boîtiers Sony. Parce que c'est une application qui est lente à activer, un peu moins customisable je pense que ce que fait aujourd'hui Sony. Et sinon, un dernier défaut de ce boîtier, c'est que vous ne pouvez pas avoir en timelapse un intervalle de moins de 2 secondes. Alors, à quoi c'est dû ça? C'est tout simplement dû à la vitesse de déchargement de la mémoire tampon sur la carte SD. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, bah, vous avez l'information qui va sur la mémoire tampon avant de s'inscrire sur la carte SD. Et du coup, la vitesse à laquelle ça va sur votre carte SD, ça dépend certes de la vitesse de la carte SD, mais surtout de la vitesse de transfert entre la mémoire tampon et la carte SD. Et cette vitesse de transfert, je crois qu'elle est entre 30 et 35 mégaoctets par seconde, sachant qu'une photo de A7R2, c'est en compressé en gros 40-45 mégaoctets. Donc du coup, il faut plus d'une seconde pour décharger de la mémoire tampon sur votre carte SD. Et donc du coup, bah, si vous avez toutes les secondes une photo qui se met sur la mémoire tampon, au bout d'un moment, elle finira par être pleine. Donc c'est pour ça qu'il faut toutes les 2 secondes pour l'intervalle sur l'A7R2. Donc ça c'est un défaut qu'a ce boîtier que n'a pas beaucoup d'autres boîtiers qui sont sortis depuis. Voilà, donc c'est éventuellement une raison d'upgrader un jour, mais ce sera pour une autre fois. Alors, en optique maintenant, le 28-200 Tamron qui est une nouveauté pour moi cette année. C'est pas une optique haut de gamme du tout, mais en montagne ça permet d'avoir une grande variété de focales pour un poids vraiment très contrôlé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet objectif parce qu'au final je trouve que utiliser f8, f11, la qualité est quand même très correcte sur les timelapses. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait des FIS parce que la plupart des timelapses ont été faits avec ce boîtier au final, avec cet objectif pardon. Donc voilà, donc j'en suis quand même très content. Bon c'est Tamron après donc il y a toujours l'impression que c'est un peu plastique, mais en même temps c'est ça qui fait que le poids est très contrôlé, donc ça me convient tout à fait, j'en suis très content, voilà. Ensuite, en objectif, 16-35 f4 que j'ai depuis le début de mes photos en paysage. Voilà, pas grand chose à dire, c'est une focale qui est un must-have pour moi. Le f4 peut être un problème pour ceux qui font de l'astrophotographie. Moi, j'ai un autre objectif pour ça dont je vais vous parler. Voilà, moi j'en suis content. Dessus, il y a encore de mon dernier timelapse un ND64 plus circulaire polarisant. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un filtre qui est un filtre neutre CDF, C-stop, et qui en même temps est un filtre polarisant en même temps. Et donc du coup, ça permet d'éviter de mettre 2 filtres superposés et du coup d'avoir, quand vous êtes à 16 mm, du vignettage parce que vous avez mis 2 filtres. Donc voilà, donc c'est beaucoup de choses juste pour ne pas avoir de vignettage, mais bon voilà, quand on fait un cadrage, c'est un peu bête de devoir cropper parce qu'on a un filtre en trop, quoi. Donc voilà. Donc je trouve que c'est une solution très maligne pour ceux qui sont à la recherche de filtres de ce genre-là. Et Nisi fait des filtres vraiment très bien, qui sont très agréables à nettoyer quand il y a des gouttes d'eau qui tombent, parce que c'est la surface nano-cotée, je crois, qui fait que les gouttes d'eau sont vraiment pas incrustées dans le filtre, quoi. Il suffit juste un petit essuyage de microfibre et tout est parti. Ensuite, un objectif que j'ai pas utilisé, qui est le Laowa f2 15 mm pour Sony. Je trouve très bien pour les étoiles, enfin très bien en tout cas par rapport au S35 f4. Qu'est-ce que je peux dire sur cet objectif? J'ai utilisé sur mes timelapses de Voie lactée lors des Aravis, donc voilà, si vous voulez avoir une idée de la qualité, vous avez juste à aller voir ma vidéo des timelapses autour de la pointe percée. Il y a 2 timelapses faits de Voie lactée avec cet objectif-là. Je trouve que c'est un bon objectif, très intéressant, pour le prix notamment. Je ne l'ai pas utilisé malheureusement sur Street parce qu'au final,
plusieurs choses. Beaucoup de fois la météo était vraiment pas bonne pour faire de l'astro, quand j'en avais la possibilité. Et au final, je m'étais dit que le Kirghizistan était une destination incroyable pour faire de l'astrophotographie. Alors au final, certes, pas de pollution lumineuse, etc., il n'y a pas de doute là-dessus, mais en fait c'est quand même assez humide dans les montagnes en général, et donc du coup, par rapport à la Namibie qui était toute sèche en termes de climat, j'ai vraiment vu la différence sur comment on voyait la Voie lactée à l'œil, quoi. Sur le peu de fois que je l'ai vue, parce que du coup, malheureusement, souvent du mauvais temps, etc. Et donc du coup, sur le trek de 8 jours, comme j'avais des mauvaises prévisions météo sur les 5 premiers jours, je ne l'ai pas emporté. Je m'étais dit que ça valait pas le coup de prendre 700 grammes si il n'y avait même pas la possibilité de prendre une photo avec, quoi. Donc voilà, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Ensuite, pochette de filtre, donc j'en ai déjà présenté un, mais dedans, en gros, j'ai un ND1000, donc un ND 10 stop. J'ai un step-up ring pour le Tamron, parce qu'il est en 67 mm de diamètre et les autres 72, et les filtres aussi, du coup. Ça, c'est un filtre polarisant tout court pour les scènes d'eau, et ça, c'était plus pour la vidéo, c'était un Vari ND entre 1 et 5 diaph, je crois, que fait Nisi, je trouve très correct, vraiment pas trop mal, voilà. Ensuite, des chiffons microfibres qui traînent quand il y a une petite urgence. Le SIRP Mini 2, avec un petit accessoire 3D que m'a confectionné un ami qui permet d'éviter que dans le sac, le bouton on se presse et que du coup ça allume et que du coup votre batterie est déchargée au moment où vous arrivez au tournage ou au moment où vous voulez faire votre timelapse. Donc ça permet de protéger le bouton on, et à part ça, il y a tout simplement la connectique pour l'intervallomètre. Donc on branche ce câble là et on branche sur le boîtier le câble USB qui va bien. Alors ensuite, il y a une prise USB-C, ça c'est pour tout ce qui est contrôle de l'appareil. Alors ça marche pas avec tous les appareils et ils viennent tout juste de sortir après de nombreuses années cette fonction-là. Mais ça arrive petit à petit, on peut espérer pour la CTR2, mais j'y crois plus tout le coup. Je sais qu'ils l'ont fait pour les derniers modèles et c'est déjà pas mal, donc voilà. Qu'est-ce que je pense de cette rotule? C'est que c'est pas fait pour la vidéo, mais vraiment pour le timelapse. Et pour le timelapse, par contre, c'est un excellent rapport qualité-prix. Ça fait vraiment le job, c'est petit, c'est léger, ça s'emporte partout. Vraiment, c'est un petit appareil que je conseille pour ceux qui n'ont pas de slider ou qui ont tout simplement pas la possibilité de l'emporter parce que, bah voilà, typiquement, moi, je l'ai pas pris parce que temps de mise en place un peu trop long, je voulais pas emporter trop de matériel dans ce pays-là. Et puis en trek, j'avais pas la possibilité de prendre et le drone et le slider, ça aurait fait trop lourd. On m'avait dit que le trek était dur, finalement il n'était pas si dur que ça, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, bref, SIRP Mini 2, en tout cas, très très bien. Ensuite, tout simplement, un micro rod, avec le Dead Cat qui va bien pour le vent, toujours utile quand vous faites des petits vlogs, des petits films de voyage, etc. C'est toujours mieux que le micro interne. Ensuite, toute une poche de batterie pour le Sony. Je vous reparlerai après de comment j'alimentais le Sony. Ensuite, tout simplement, mes cartes SD dans un petit boîtier étanche qui protège bien, parce que c'est quand même très très important que vos données soient en sécurité. C'est pour avant tout faire des photos que vous êtes là, et si vous les perdez, c'est un peu con. Voilà, voilà. J'avais un petit panneau solaire Anker. Vous allez voir que j'aime beaucoup cette marque. Donc, 3 voies, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais 3 panneaux, 3 voies. Vous branchez ici votre câble USB et vous branchez une powerbank. Pas autre chose parce que sinon, quand vous avez de l'ombre, ça décharge votre appareil. Il faut absolument mettre une powerbank, sinon bah, ça peut faire l'effet inverse, quoi. Très honnêtement, je ne l'ai pas utilisé, ce n'est une journée et j'ai pas réussi à quantifier ce que j'en ai tiré. Donc je ne ferai pas de review dessus, je n'ai pas eu la météo pour. Voilà. Fort heureusement, comme j'ai pas fait d'astrophotographie, j'avais amené assez de powerbank pour subvenir à mes 8 jours de trek. Alors ensuite, dans ma poche médium, il y a beaucoup de choses, mais finalement pas tant que ça. Le câble qui me permet de brancher sur powerbank la CTR2. J'utilise ces powerbanks là qui sont d'Anker. Pourquoi? Parce qu'elles ont une sortie de 2,4 A lorsque vous branchez qu'un seul USB.
Et c'est ce qu'il faut en fait pour ces câbles-là pour avoir une alimentation optimale de votre boîtier. Du coup, avoir ces powerbanks 20 000 mAh avec 2,4 ampères plus ça me permettait de faire tous les timelapses que je pouvais imaginer au monde sans aucune limitation dans l'alimentation et dans la durée de vie de la batterie, quoi. Donc ça, c'était vraiment très bien. Je l'ai énormément utilisé cette solution parce que du coup, ça me permettait d'éviter toute angoisse que le timelapse s'interrompe parce que ça m'est arrivé plusieurs fois pour des raisons inexpliquées qu'avec des batteries Sony, le timelapse s'interrompt au milieu sans explication parce que j'avais encore de la batterie. Donc c'était un peu bizarre. Ensuite, j'ai des câbles USB, USB-C, etc. avec les adaptateurs, etc. pour charger tous mes appareils que j'ai avec moi. Donc j'avais une deuxième powerbank, vraiment. Ça m'a suffi pour les 8 jours, mais si j'avais fait de l'astro, ça aurait peut-être été pas suffisant. Une boussole pour, lorsque j'ai mes azimuts de soleil, de coucher de soleil, de lever de lune, etc., pouvoir les calculer. Ça sert aussi pour la Voie lactée, bien évidemment. Donc ça, c'est une petite boussole Decathlon que j'ai pris, qui est légère et qui est pas mal du tout. J'ai des chaufferettes avec l'élastique pour mettre sur le Laowa s'il y a besoin pour un timelapse astro, pour éviter la condensation. Mais ça me sert aussi pour réchauffer une batterie quand il fait très froid, parce que du coup, on sait que quand il fait froid, les batteries tiennent moins longtemps. Donc c'était une solution que j'ai trouvée. Évidemment, le mieux, c'est pouvoir mettre vos batteries de drone dans votre duvet, dans votre poche de doudoune quand il fait froid, etc. Ensuite, un chargeur USB pour les batteries d'ACTR2. C'est un chargeur 2 voies en plus, et du coup, ça permet dans votre sac à dos de charger à tout moment vos batteries d'ACTR2. Ça me sert pour le boulot, ça me sert pour tout. J'utilise plus que ce chargeur, j'utilise plus du tout les chargeurs Sony de base. Voilà, je préfère largement ça, où ça se branche en USB. Alors, niveau trépied, je suis allé vers le fameux Benro que Thomas Seaton a déjà recommandé il y a plusieurs années. C'est le TS-L08C, trépied en carbone d'1 kg avec tête, qui coûte dans les 100 €. 3 branches, voilà, c'est vraiment un trépied comme il y a plus classique. On a un petit support pour mettre un peu de poids si besoin, on peut l'incliner. Je trouve que c'est un très très bon trépied pour les besoins en montagne. Quand il y a du vent, téléobjectif, forcément il n'y a pas de miracle, mais à part ça, franchement, pourquoi prendre plus lourd quand on est en montagne ? J'en ai acheté un deuxième depuis pour mettre mon slider dessus quand pareil il y a des bonnes conditions, qu'il n'y a pas de vent, etc. Et voilà, j'en suis vraiment content, vraiment rien à redire sur ce trépied. Je le conseille, ne vous faites pas avoir par des trépieds beaucoup plus chers, ou alors testez-le et vraiment faites-vous une opinion, parce que vraiment je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de raison de dépenser plus que ce trépied à 100 € si vous voulez un petit trépied pour voyager ou pour la montagne. Voilà. Ensuite, dans ma poche du haut, tout d'abord, petite frontale, la Quechua, la classique, très bien pour l'astrophotographie. Ensuite, de Peak Design, j'ai le fameux capture clip, je crois que ça s'appelle, qui permet de se coincer sur une bretelle et de mettre ensuite votre appareil photo, comme ceci. Hop, voilà. Et du coup, d'une seule main, vous pouvez le déverrouiller et le remettre. Et à tout moment, du coup, avoir votre appareil photo prêt à bondir si par exemple vous vloguez, si vous voulez prendre des photos sur le vif, etc. C'est vraiment très très bien. Et du coup, je rate beaucoup moins de moments depuis que j'ai acheté ce truc-là il y a, je crois, 3 ans maintenant. Donc il a bien tenu. Et comme vous avez vu, juste, j'ai mis un peu de gaffeur là parce que des fois, c'est vrai que quand vous avez juste le t-shirt, le métal vient se frotter un peu aux côtes et ça fait un peu mal au bout d'une journée, quoi. Donc le gaffeur c'est pas le mieux, mais il faut que je trouve une autre solution. Je vais mettre un peu de mousse par exemple, je pense que c'est le mieux. Ensuite, ça j'en ai déjà parlé, c'est ma trousse de secours pour nettoyer les objectifs, le capteur, etc. Donc il y a la poire, il y a les sensor swab avec le liquide quand il y a vraiment des gros problèmes sur le capteur. Quand il y a des plus petits problèmes, j'utilise toujours en première solution cette gomme adhésive de Pentax qui permet du coup déjà d'économiser parce que c'est beaucoup moins cher que d'utiliser ça.
il y a beaucoup plus d'utilisation possible. Et en fait, vous avez cette gomme adhésive, vous allez chercher la poussière sur le capteur et la coller sur ces feuilles adhésives derrière. Et voilà, c'est une solution très maligne que j'aime beaucoup et qui n'est pas si connue que ça, donc voilà, c'est pour ça que je la partage. Des chiffons optiques et un petit accessoire que j'ai depuis la Namibie pour examiner toutes vos tâches de capteur quand vous êtes dans la chambre d'hôtel. Et c'est très très bien du coup pour vous assurer que vos timelapse, il n'y ait pas de gros points noirs tout dégueulasses. C'est cette loupe avec éclairage LED. Bon là il n'y a plus de pile donc l'éclairage il n'y a plus rien, mais voilà, vous allez chercher, du coup vous regardez vos tâches et ensuite vous prenez votre Pentax ou le sensor swab si vraiment il y a un problème et pouf, vous allez chercher et après vous revérifiez. Donc voilà, moi je trouve ça très très bien. Pour le poids que ça pèse, il faut le prendre pour moi. C'est vraiment pas un truc accessoire. Voilà, faut savoir prendre soin de ses capteurs, etc. On n'est plus en pellicule. Si jamais vous avez un problème de capteur, votre boîtier il est mort. Donc prenez vraiment soin de vos capteurs, prenez soin de vos optiques, de vos filtres. Vraiment, ça pèse pas lourd et vraiment c'est ce qui fait que vous avez un boîtier qui tient la route, quoi. Ensuite, juste un petit point sur les chargeurs. Je voulais revenir sur 2-3 petits trucs. Tout d'abord sur cette multiprise qui permet du coup avec ces 4 prises USB, ces 4 prises là, de charger tout ce que vous avez besoin en une seule nuit. C'est très important de pouvoir être souple là-dessus et de ne pas avoir besoin de beaucoup de temps pour tout charger vos batteries parce que voilà, des fois vous n'avez qu'une nuit entre 2 excursions pour tout recharger. Ensuite j'ai l'intervallomètre qui n'a rien à faire là, mais bon c'est pas grave. C'est un intervallomètre que j'ai customisé, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Pourquoi j'ai customisé? Parce qu'en gros, pour vraiment résumer, ces intervallomètres là en fait, ils ont un signal d'autofocus qui va friser la caméra, on va dire 1 seconde avant le déclenchement de l'appareil. Or quand vous faites un timelapse d'intervalle de 3-4 secondes et que vous avez une pause longue de 2 secondes, en fait, vous n'allez pas avoir la possibilité de changer l'exposition si l'appareil il est frisé. Et du coup, sur les couchers de soleil, les levées de soleil, etc., c'est un problème. Donc, LR Timelapse a publié une solution pour, en gros, refabriquer le câblage de l'intervallomètre selon votre boîtier pour que le signal autofocus ne soit plus un problème. Parce que pour rappel, quand on fait des timelapse, on est en focus manuel, c'est très important. Donc voilà, donc du coup c'est tout simplement un intervallomètre que j'utilise pour tous mes timelapse de lever, de coucher de soleil, etc. Ou alors quand j'ai un besoin spécifique ou que je ne veux pas utiliser l'application de la CTR2. Voilà. Ensuite, pour revenir au chargeur, parce que je passe du coq à l'âne un peu, j'ai ce chargeur 4 voies qui charge l'une après l'autre toutes mes batteries de drone. Donc vous branchez votre chargeur de drone là-dessus et ensuite vous venez mettre vos batteries de drone et du coup vous allez au restaurant ensuite et après votre restaurant toutes vos batteries de drone sont chargées. C'est simple, c'est rapide et ça coûte pas cher donc je vous le conseille vraiment. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un petit sac f-stop avec plein de câbles USB dedans et aussi un petit dongle Anker avec 2 prises USB, pareil, qui permet de charger très rapidement les powerbanks que j'avais cités précédemment. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est le genre d'accessoires à 20 balles qui valent vraiment le coup de l'investissement parce que ça permet de gagner vraiment un temps fou. Chargeur de drone, un chargeur, alors à la base c'est pour le SIRP Linear 2, donc c'est le moteur qui permet d'utiliser le slider SIRP. Donc que j'ai pas montré là parce que je l'ai pas amené, mais j'ai quand même pris le chargeur parce que c'est un chargeur 3 ampères et du coup c'est vraiment très très bien, très bien tout simplement pour charger rapidement pareil des appareils. Ça c'est le câble, je sais pas ce qu'il fait là, le câble de déclenchement du SIRP, Laserman, tout simplement une pince multifonction, voilà qui fait pince, qui fait couteau aussi. Hop, qui fait tournevis, qui fait plein de trucs, donc c'est un outil multifonction, c'est toujours intéressant à avoir avec soi. Et après il y a des chaufferettes, etc., de rechange, et un petit adaptateur de voyage, pas tellement pour le côté adaptateur de voyage, mais tout simplement parce qu'il y a 4 prises USB, donc pareil, ça permet, si il y a plein de portables à charger, des écouteurs, des montres, des trucs comme ça, voilà, ça permet de vraiment pouvoir tout charger sans avoir à se soucier du nombre de prises. Voilà, c'était ça pour moi l'important. C'était vraiment d'avoir le sac à tout faire pour tout charger.
Une dernière chose avant de se quitter, je voulais vous parler de mon deuxième sac à dos qui est très important vu que j'ai quand même fait un trek de 8 jours avec toutes mes affaires photo dedans et que j'utilise aussi pour tous mes timelapses dans les Alpes, etc. Donc je voulais quand même vous en dire 2 mots. C'est un Deuter Air Contact Pro 70 plus 15. Plus 15 pourquoi? Voilà. Je suis désolé, en fait j'ai enregistré 3 fois la vidéo, j'ai toujours eu des bugs de son, de caméra, de trucs. Du coup, à force de tout remontrer, c'est vraiment le bordel. Alors, les plus 15, c'est parce qu'il y a tout ça qui peut se rajouter au bordel. Ensuite, donc ici, il y a la housse de pluie, vous pouvez mettre duvet, etc. Matelas, etc. Ici, là, du coup, comme j'avais des porteurs dans le trek, je pouvais mettre le drone, les batteries, etc. Tout ça ici, bien au chaud et assez proche de la ceinture lombaire. Je pouvais mettre le compartiment f-stop, les vêtements, etc. Et puis quand du coup je suis en bivouac, je peux mettre la tente sanglée au-dessus, je peux mettre la bouffe, etc. Les vêtements de pluie et encore plein de rangements en haut que je peux customiser selon mes besoins. Donc c'est vraiment un très très bon sac. Et pourquoi pour moi c'est important d'avoir un bon sac comme ça, c'est que voilà, le système de portage n'a rien à voir avec n'importe quel autre sac. Alors avant j'avais un Quechua 70 litres. Il a fait taf sur un petit moment, mais la mousse s'est très vite amoindrie, du coup les épaules c'était plus possible. Et je le chargeais très très lourdement et je voyais bien qu'au bout d'un moment c'était problématique. Ici, je peux le charger et c'est un plaisir de le porter. Alors forcément quand on a un sac de 20 kg ça reste lourd hein, bien entendu, mais la ceinture lombaire ici est ultra agréable. Les bretelles sont larges, répartissent bien le poids, c'est réglable en hauteur en plus de ça. Je peux tout de même mettre le clip Peak Design pour avoir accès à l'appareil photo à tout moment. Et donc voilà, donc pour moi ça c'est vraiment très très important d'être bien à l'aise déjà pour votre dos, pour votre santé. Et puis bah voilà, du coup je me sens plus à l'aise de l'idée de me dire je peux me charger un peu. Sur les treks de plusieurs jours, j'évite de prendre quand même beaucoup de choses parce que faut être capable de finir le trek, donc ça sert à rien d'aller à ses limites tout de suite. Mais sur les randonnées d'une journée, pour les bivouacs d'une nuit où c'est en aller-retour, etc. Du coup, je mets sans problème tout ce que je veux, le drone, etc., la tente, etc. Je peux me charger à 22-25 kg et réussir quand même à faire la rando. Un peu crevé à la fin forcément, mais ça le fait sans me péter le dos et du coup, c'est grâce à ce sac, quoi. Et vraiment, en plus, on peut le charger, on peut mettre énormément de choses dedans. Donc c'est un vrai plaisir, ce sac. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, ce sac il coûte quand même assez cher, donc quand vous prenez l'avion forcément c'est là où quand il est en soute il peut prendre cher. Donc n'hésitez pas à investir dans ces sortes de housses qu'on trouve un peu partout, qui permettent de le mettre dedans sans problème. Voilà, comme vous voyez on le contient sans problème dedans. La fermeture est petite, c'est un petit sac à 20-30 balles, donc le tissu est pas forcément ultra résistant, etc. Mais c'est pas le but, l'idée c'est juste que ils prennent les coups, la poussière, etc. que votre sac ne prend pas, quoi. Puis en plus de ça, ça évite que les sangles de votre sac se prennent on ne sait pas où. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un truc malin pour protéger votre sac. Et du coup, vous pouvez le mettre ensuite dans l'endroit où vous mettez les vêtements coupe-vent. Et du coup, quand vous partez en trek, vous le laissez à l'hôtel et vous pouvez même mettre des affaires dedans, des vêtements que vous prenez pas en trek, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un investissement qui est malin. Et puis au-delà de ça, le sac, un plaisir. Un plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo où je vous ai présenté tout mon matériel timelapse au Kirghizistan vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions ou alors même des astuces à partager, etc. à les publier en commentaire. C'est là pour ça. Je répondrai à vos questions, bien entendu. Et surtout, soyez présents lorsque je sortirai la vidéo du Kirghizistan. J'ai encore beaucoup de travail parce que déjà, j'ai du travail à côté et au-delà de ça, ça va être beaucoup de travail de les traiter. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous au moment où ça sortira. Pourquoi pas, je sortirai un teaser pour vous donner envie et vous donner rendez-vous au moment de la sortie. Soyez au rendez-vous en tout cas. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et à très vite.